Apéro spécial français. Eh oui. Après Bilal Koulibaly, on fait les autres, quoi, les autres français. Les moins bons. On s'installe tranquillou bilou en espérant que vous allez bien. Premières impressions sur nos joueurs français en NBA. Oui, on ne joue que depuis quelques matchs, mais on aime bien réagir à l'actualité avec vous et notamment sur nos amis tricolores qui sont de l'autre côté de l'océan Atlantique et qui jouent en ce moment dans leur équipe. Il y a une quinzaine de Français en NBA. C'est régalade en ce moment. Tous les soirs, t'as un Français qui est là avec des responsabilités, avec un super rôle. Moi, franchement, on en a parlé dans les conclusions hâtives. Quel bonheur, Alex. Tous les soirs, minuit, 1h là. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder ? Qu'est-ce qu'il y a comme Français ? Toi t'es Titu, toi t'es Titu. Tiens, il y a les débuts de Tidjane. Toi, super. Toi t'es dans le Money Time, toi t'es Titu. Ouais. Toi t'as mis un alley-oop, toi t'as bien défendu. Tous les soirs on se régale. Il y a plein de choses, alors ce sont des premières impressions. On avait fait des conclusions hâtives là un peu pour rigoler, mais là, rentrons un petit peu dans le sérieux du sujet. On a des Français qui sont en NBA, une quinzaine, avec des rôles plus ou moins différents quand même. Hein. Ah oui. On va pas se mentir. Et donc on voulait discuter et prendre le temps un peu. Parce qu'on a fait un long format sur Bilal Koulibaly que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Donc on va laisser Bilal de côté. Oui, bien sûr. Avant de devenir ce que dans tu cette veux. vidéo, ouais. Non, tranquille, doucement. Donc vous pouvez retrouver toute notre analyse sur une vidéo dédiée à Bilal. On a parlé rapidement de Bilal, de Zachary et de Victor Wembanyama dans les conclusions hâtives, mais là on peut rentrer vraiment dans les détails si ça te va. Et moi j'attends aussi vos avis à vous, parce qu'il y a de tout. Il y a c'est un peu tôt, laissons-lui le temps, ou OMG, t'as vu ce qu'on vient de voir ? Ce qui est sûr et certain, c'est que on va pouvoir parler de tout ça et faire le rappel habituel sur ce début de saison. Vous le savez, si vous voulez regarder la NBA en direct, le League Pass, et que vous voulez voir les Français se déchaîner, que ce soit en direct ou en replay, avec 4 matchs à la fois en HD sur votre téléphone ou tout, vous pouvez aller sur le NBA League Pass. Premier lien en commentaire épinglé, il y a notamment une réduction étudiante avec un moins 40% dispo si vous êtes étudiant. Voilà, et puis vraiment le système de replay, l'outil multimédia est vraiment cool avec un système de replay qui est kiffant pour la team café du matin ou la team je rattrape mon retard dans l'après-midi ou je sais pas quel est votre agenda, mais vous m'avez compris, c'est vraiment, voilà, c'est un bel outil. Exactement, ou le café nocturne avec Billy pour regarder les matchs jusqu'à je ne sais plus quelle heure encore. On va avoir plein de Français là tous les soirs, il y a une dinguerie. Hier il y avait une performance, il faut qu'on en parle. Là demain il y a plein de choses. On a aussi la chance quand même d'avoir plein de rookies français qui sont là, on va en reparler, mais on a aussi le jeu de fantasy NBA, si je dis pas de bêtises, Alex. Ouais, la NBA a une Fantasy League, la NBA Fantasy. Comme je l'ai dit déjà là, dans les émissions précédentes, c'est un système complètement différent de la TTFL, où la TTFL, vous choisissez un joueur par soir, et puis après vous croisez les doigts pour pas prendre une carotte, quoi. C'est ça. Là, ouais, tout va bien. Ah, moi, pour l'instant, tout va bien. Genre, si vous êtes derrière moi, c'est normal, je suis en feu. Hein, voilà, autant le dire direct. Exactement. Non, côté NBA, il faut construire une équipe de 10 joueurs avec un budget de 100 millions autorisé. Donc les joueurs ont différentes valorisations. Tu dois construire ton équipe. Tu peux pas te faire une équipe Giannis, Anthony Davis avec Jokic et puis avec Doncic. Enfin, tu vois, c'est pas possible ça. Il faut faire des choix. Il faut essayer d'équilibrer le truc. Et chaque semaine, tu peux un peu remanier. Chaque semaine, tu fais des scores différents en fonction des performances réelles des joueurs. Et puis il y a pas mal de trucs à gagner. Enfin bref, c'est assez cool comme fantasy. Exactement. Vous pouvez foncer bien évidemment dans le premier commentaire qui est épinglé. Vous avez tout ça pour kiffer la saison NBA avec nous et pour kiffer la saison des Français avec nous, dont on va parler maintenant. T'es chaud ? Ouais, je suis chaud. Alors, évidemment, il y a plein de Français. On va pouvoir rentrer certains en détail avec plein de discussions, d'autres pour qui c'est plus compliqué parce qu'ils n'ont pas les mêmes temps de jeu. On va commencer avec les petits nouveaux. Allez, qui débarquent, puisque on a en effet 3 copains. Il y en a un aussi qui est de retour, Gershon, dont on va reparler, mais on a 3 petits nouveaux qui viennent de la draft: Zachary Zaché, Alexandre Sarr et Tidjane Salin, en direct d'Atlanta, de Washington et de Charlotte. Commençons par le first pick. Zachary Zaché, parlons-en un petit peu et dites-nous votre avis un petit peu sur ses débuts. On a quelques matchs de Zachary avec les Hawks, 5 matchs joués avec Atlanta. On a 3 fois titulaire. On a eu 3 titularisations tout à fait par la blessure de DeAndre Hunter, dont on va reparler, mais c'est vrai que on a eu des moments de flash, de brillant, on a eu des moments défensifs, moi, qui m'ont vraiment hyper séduit. Qu'est-ce que tu penses un petit peu du début de saison de Zachary là, et des premières choses que tu vois sur le terrain ? Alors, plusieurs trucs. Déjà, agréablement surpris par le côté, il est très NBA ready, athlétiquement, il est dans le rythme du jeu, il fait 2m03, il a la longueur pour son poste, et on voit bien que son coach, il a vu la blessure de DeAndre Hunter, il n'a pas hésité une seconde, il a mis son rookie, numéro 1 de draft, mais titulaire direct. Bon, après les Hawks,
On sait pas trop ce qu'ils vont jouer cette année. Enfin voilà, je sais pas. Voilà. Mais il y a quand même des gros joueurs. Il y a quand même Trae Young. Il y a quand même des gros joueurs. Il y a Jalen Johnson qui commence à être un ailier qui se voit bien et tout. Zachary est en train de trouver sa place là-dedans. Alors après, le truc là, j'étais en train de m'ouvrir un petit onglet. Il y a eu des choses vraiment, très très cool, très impressionnantes, où on a vu Zachary Rizaché qui nous a proposé sa première titularisation. J'ai trouvé ça vraiment kiffant. Ah bah, okay, c'est-à-dire que, ici, grosse défense en face, ça met 13 points, ça prend 12 tirs, il y a 50% au tir. Vraiment, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il s'est bien battu au rebond et tout, c'était vraiment cool. Après, ça a été beaucoup, beaucoup plus compliqué contre Washington, parce qu'après, ça a joué 2 fois à Washington. Contre le premier match contre Washington, ça a été plus compliqué. Et là, le deuxième match contre Washington, ça a été mieux. Beaucoup mieux, il y a 17 points, il y a pas mal de rebonds également. Donc, Zachary Rizaché, on voit bien, NBA ready, le body est NBA ready. Ce qui est marrant d'ailleurs parce qu'il a dit en France j'étais hyper athlétique et ici je suis un mec normal quoi. Il y a un sujet je pense de confiance et de choix parce qu'il a un vrai bras, il a du toucher. Pour l'instant les pourcentages sont pas au rendez-vous, notamment derrière l'arc. Ça va être un sujet pour lui, il le sait forcément, mais vu que ça m'a l'air d'être un bosseur, il va travailler, il va faire progresser tout ça. Pareil, on rappelle, Zachary Rizaché, il a 19 ans. Ouais, 19 piges. Donc voilà, tout ça, ce sont vraiment des jeunes joueurs qui doivent s'adapter à un milieu. Il y a beaucoup de choses en même temps à intégrer. Donc, moi, perso, je sais que les gens vont me dire oui, mais il avait rien à foutre en numéro 1 de draft. Ça, j'ai vu les commentaires. Bon, si les gens sont devins, tant mieux pour eux. Moi, je vois surtout un jeune joueur qui montre que le potentiel est bien réel. Ouais. Et que des deux côtés du terrain, il est capable d'être en NBA longtemps. Ouais. Moi, je vous invite évidemment, je vais pas être objectif, à aller regarder les Hawks jouer, même si c'est pas génial par moment. Il y a des trucs hyper sympas. Et concernant Zachary, je trouve qu'il a tout de suite montré qu'il y avait un impact physique, athlétique et défensif sur lequel on pourra compter. Des gens font des très très longues carrières parce que, bon an mal an, il y a ça sur lesquelles il y a des choses sur lesquelles on peut compter. Il y a des qualités qu'on peut reconnaître en regardant le CV. Tu as parlé d'envergure, tu as parlé de taille, on peut parler de poids. Au contre, à l'interception, il a déjà des stats bonnes. Hein. Et en fait, au-delà de ces chiffres, moi, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est l'instinct. Zach a déjà à 19 ans, donne la sensation d'avoir 1 ou 2 coups d'avance, notamment défensivement. Il montre que lorsqu'il faut faire les bonnes rotations, il va les faire. Il lit aussi les reports parce que quand tu viens, il y a des jeunes qui débarquent à 19 ans et qui sont habitués à voir un shooter dans le corner à 3 points et de foncer pour faire le close-out. Zachary m'a halluciné, moi, j'avoue, parce qu'il y a déjà des situations dans lesquelles il y a un mec sur lequel il va faire un close-out, mais tu vois que le close-out, il est fait un petit peu discrètement parce que c'est pas un spécialiste. Donc, il va accepter aussi, potentiellement, qu'il y ait une pénétration. Ce sont des très bons stops défensifs. Sur des Shai Gilgeous-Alexander, sur des Jalen Williams, sur d'autres garçons qui viennent, il y a un peu de caractère. Il s'est frité avec Jordan Poole parce que l'autre, il voulait le tester un petit peu et je trouve ça bien que Zachary se teste un petit peu. En attaque, moi, je trouve que c'est toujours important de rappeler que on a vu, par exemple, l'excellente saison rookie de Dereck Lively. Une des raisons qui explique aussi, au-delà du fait de jouer avec Luka Doncic, c'est que Dereck Lively sait son rôle et sait à quoi s'attendre. Et donc on a su toute la saison qu'il serait en sortie de banc avec des catch and lob, de bien défendre et de rouler derrière. Qui se battent au rebond et tout. La raison, pour moi, numéro 1 qui fait qu'on ne peut pas trouver les pourcentages de Zachary et où tout est compliqué, c'est qu'on lui a dit qu'il allait être remplaçant potentiellement et que maintenant il est titulaire parce que DeAndre Hunter est pas là et que donc les shoots auxquels il doit s'habituer, c'était pas du tout la même chose il y a 48 heures. Donc en fait, si tu prends la globalité des matchs de Zachary Rizaché, je pense qu'il a shooté d'à peu près partout et qu'il n'a pas ses spots encore. Non, il n'a pas ses spots et puis il y a peut-être des systèmes qui sont en travail ou en retravail. Oui. Et donc non, moi je suis pas du tout inquiet, juste j'ai constaté à le voir jouer et les stats le confirment que il est un peu à la peine avec son shoot extérieur. Et bon, tout à fait. Sur des petits volumes, donc faudra voir comment ça augmente déjà aussi. Tout et à il faudra fait. voir si ça tombe dedans. Il y a 9 points à 35% au tir, 24% à 3 points, bien sûr. C'est ça dont je parle. 58% en lancer, ça c'est aussi, au global. Avec les 3 rebonds, les 2 passes, l'interception et le contre. Il y a cette polyvalence-là.
Je pense que ce qui va être intéressant, on en a parlé souvent ensemble, hein, c'est de voir si la situation avec DeAndre Hunter pousse les Hawks à vraiment titulariser Zachary Zaché. J'ai l'impression que ce sera plus quelque chose de deuxième partie de saison. En tout cas, je pense que si Hunter revient, il redeviendra titu. Possible. Mais j'ai été globalement assez séduit parce qu'il y a la validation du public et la validation des joueurs. Et il y a des joueurs qui voient la Zachary Zaché jouer, que ce soit ses coéquipiers ou adversaires, et qui se rendent compte qu'en fait, il a les instincts, il a l'agressivité, et je savais pas si l'agressivité allait se traduire, et en fait, s'il l'a. C'est bien. Ouais, bien. C'est très très bien. On est ravis de le voir là, comme ça, dans une équipe aussi où on verra ce que jouent les Hawks réellement, mais il va avoir du temps de jeu en fait dans cette équipe. C'est ça, il va les avoir. C'est cool. Donc pour un numéro 1 de draft, je sais que certains vont nous dire ça va les mecs, vous dites que c'est très très bien, il shoot à 30%. Ce qu'on veut voir, c'est comment ça va se développer sur la saison, mais ça démarre plutôt de manière prometteuse. Je suis content. Non, c'est bien. Donc, c'est bien, on est content. On a un numéro 1 de draft pour la deuxième année consécutive et le type, il arrive en NBA et il montre que ouais, il a le potentiel pour faire une longue carrière. C'est ça. Allons du côté de Washington pour le numéro 2 de la draft. Alex Sarr. On va parler avec monsieur Alex Sarr, donc qui a lui 4 matchs joués. Il y a des sujets un peu similaires avec Alex Sarr, bien que les joueurs soient très différents. 8 points, 30% au tir, 24% à 3 points, 80% au lancer, 83%. On a 6 rebonds, on a quasiment 3 contres. Déjà de moyenne de la part de monsieur Alexandre Sarr. Attends, en défense, attention. Ouh là là. Vas-y, parlons de monsieur Alex. On verra le tir, effectivement. Moi, il y a des choix que je valide pas. Peut-être qu'il s'écarte un peu trop du cercle. Peut-être qu'il devrait aussi, en attaque, travailler autour de Jordan Poole un peu plus de pick and roll vers le cercle, tu vois, plutôt que il pop beaucoup, Alex Sarr. Et c'est son jeu au départ, mais est-ce que c'est le jeu qui va lui permettre de scorer en NBA ? Je veux bien voir, je suis pas sûr, il faudra voir avec plus de matchs, plus d'années de travail et tout. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que défensivement, il est prêt. Hein. Il est très très prêt. Hein. Et il peut switcher sur n'importe qui. Il fait 2m15, hein, Alex Sarr, hein. Il faut pas oublier. Hein. Il est très très long, mobile, latéralement. Moi, j'ai été bien impressionné là. Vraiment, il est prêt. Il est prêt et il couvre très bien. En aide, il est bon. Et vraiment, sur toute la partie switch et tout, j'ai trouvé que ça tient bien la route, quoi. Tout à fait. Et il y a différents types de morphologie de gros défenseurs. Hein. Parfois, on est là, genre, les bras très longs. Il n'a pas une envergure... c'est un surhumain, donc il a une envergure folle. Enfin, c'est ça. Ouais. Mais je veux dire par là, moi, ce qui me choque, c'est ses jambes, ses cannes. En fait, Alex Sarr, regardez-le de près, et notamment quand il joue... Être un joueur excellent, comme tu l'as dit, en switch et pour défendre sur différents types d'attaquants, c'est avoir la capacité à avoir justement les hanches et le jeu de jambes pour pouvoir être suffisamment mobile. Ouais. Et Alex Sarr a déjà ça. Ouais. Donc si tu as cette mobilité-là... Et puis il comprend bien ce qui se passe en défense. Hein. Il vient faire les aides, il vient boucher les trous. Il est pas aidé. Entre lui et Victor Wembanyama, ça va Fred Fotou, la défense, là, la raquette, ça va tenir ou pas l'équipe de France ? J'espère. Ouais. 5 de ces 9 tirs sont tentés par match à 3 points, tu en parlais à l'instant. C'est trop. Ça se voit que c'est trop. Il y a un peu trop d'eux. Moi, j'aime bien le fait qu'il continue à essayer de tirer parce que c'est en shootant. Mais ça, shoot, oui. Hein. Mais peut-être il peut travailler d'autres tirs. Mais on aimerait bien qu'ils soient un peu plus... Il y a des relations à créer, en effet, tu disais, avec du Jordan Poole ou avec Bob Carrington ou d'autres garçons, pour avoir des points easy. Parce que c'est important pour ces jeunes aussi, je trouve, hein, d'avoir des points faciles, alley-oop, lancer, pénétration. Tu vois, les lancers, il en provoque très peu, par exemple. Tout à fait. Pour essayer d'avoir ensuite la confiance à 3 points. C'est-à-dire que c'est avec Stephen Curry souvent qu'on en parle, et c'est Draymond qui en parlait vachement bien. Steph démarre pas systématiquement avec un tir à 3 points. Ce qui permet à Steph de prendre feu, c'est qu'en fait, il y a un backdoor, un lay-up, une passe décisive, des lancers provoqués. Et une fois que tu as ça, la jauge elle est pleine pour qu'ensuite il bombarde. Ouais, non mais ça c'est sûr, mais ça il va apprendre, Alexandre Sarr, il va apprendre avec le temps et tout. Il a que 5 matchs NBA dans les pattes. Ce qui est, à la différence de Zachary Zaché, on est moins sûr on est moins sûr de ce que ça va pouvoir donner en attaque. Moi, Rizaché, je suis assez serein. Évidemment, il va falloir que les tirs tombent dedans, mais je suis assez serein sur son poste d'ailier, de ce qu'il va pouvoir proposer en attaque dans le futur. Alexandre Sarr, je suis un peu moins serein. Je me demande un peu plus comment ça va évoluer. Après, lui aussi, il est très très jeune et il y a tellement de choses, il y a tellement de potentiel. Par contre, vraiment,
très limite impressionné, moi, par déjà le registre défensif. C'est-à-dire que je pense que Alexandre Sarr peut assez rapidement devenir un type où on va voir, comme pour Wemby ou comme pour Anthony Davis ou comme pour Bam Adebayo, des fois les gros défenseurs intérieurs comme ça, les mecs drive, Alex Sarr il est là, bon bah on va kick out en fait, on va faire demi-tour. Vraiment. Tout à fait. Et d'ailleurs, il a parce pris. qu'il se place bien, parce qu'il est long. Il s'est pris 2-3, mais c'est normal, hein, ce qu'on appelle des welcome to the NBA moment, hein, l'isolation contre Tatum et compagnie, c'est comme ça arrive, c'est cadeau. Mais n'empêche que quand t'as Tatum qui danse comme ça, c'est marrant. Vous avez peut-être vu la vidéo, la Tatum qui fait twin, criss-cross, step back, enfin side step à 3 points sur la gueule de Alex Sarr. C'est que beaucoup de gens disaient. Bête d'attaque, mais putain, c'était bien défendu. Ouais, c'est ça, il a été obligé de side step à 3 points. Et du coup, c'est devenu spectaculaire, mais parce que Sarr est là, donc ce qui est très cool en tout cas, c'est qu'on a peut-être zappé une info qui était que pendant la preview, je crois, des Wizards, on se demandait s'il allait être tout de suite titulaire, parce qu'il y avait Valanciunas ou lui, etc. C'est bon. Ah, bah c'est torché ça. C'est réglé. Ah, c'est réglé de chez réglé. On a parlé avec Bilal et tout, le fait qu'il y a un mouvement jeune à Washington. Valanciunas, c'est le remplaçant d'Alexandre Sarr. Absolument. Voilà. Merci. C'est bien. Ouais, c'est très bien. Parce que du coup, Alex Sarr. Et tant qu'il défendra comme ça, à mon avis, ça sera le cas. Il y a 24 minutes et ça peut monter jusqu'à 30 à la fin de la saison. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est bon début. Ah ouais, non. Pour peu que les shoots rentrent, mon gars. Ouais, c'est clair. Allez, on enchaîne du côté de Charlotte. Tidjane. Pour aller parler avec Tidjane Salin qui, justement, là, cette semaine, a inscrit ses premiers points en NBA sur un bon hustle putback face aux Raptors, si je dis pas de bêtises. Un bon panier à la Tidjane Salin. Exactement, tout en détermination et en force, avec un peu de toucher. Alors, il y a 2 matchs, il y a 13 minutes de moyenne sur les 2 matchs, avec 3 petits tirs à 3 points tentés et donc 1,5 points. Compliqué parce que... Compliqué. Les débuts sont compliqués. Compliqué pour plein de raisons, qu'on peut essayer d'expliquer quand même. Vas-y. On a été nombreux à dire ouais, il y a les débuts de Zach, il y a les débuts d'Alex Sarr, on a trop hâte de voir les débuts de Tidjane Salin. Il y a eu un peu de frustration parce qu'on voyait Charles Lee, le coach des Hornets, ne pas mettre Tidjane Salin sur le parquet. On a appris un peu par la suite que il y avait un vrai souci à la main, à la mimine, je crois qu'il était blessé et que donc il le faisait pas jouer. Mais même en étant feu vert par le staff médical des Hornets, il n'y a pas trop d'entrée de Tidjane Salin. Non, alors qu'en pré-saison, il était ultra excitant, il avait eu des minutes et tout. Alors, après, Charles Lee, il démarre dans le coaching, il doit aussi lui se faire sa place, prendre son effectif en main. Il y a des joueurs à mettre sur le terrain, il y a Grant Williams, il y a Miles Bridges, enfin il y a des ailiers / ailiers forts à Charlotte déjà sur le poste de Tidjane Salin, sans parler éventuellement de Brandon Miller qui est plus 1-3 et Tidjane pour moi est plus 1-4. C'est dans la même catégorie, c'est des forwards quoi, donc c'est sur le même range de minutes. Et donc Tidjane Salin va devoir nous montrer ce qu'on le croit capable de faire, c'est-à-dire au mental, au travail. C'est un bosseur, faire sa place. Donc là, il grappille des minutes. Il a joué, comme tu disais, là, 13 minutes. C'est des petites séquences. Ouais. C'est des petites séquences. Il va falloir gratter du rebond. Il va falloir gratter du point. Il va falloir, sur ces petites séquences-là, faire tomber dedans les 3 points quand ils sont ouverts. Il va falloir montrer petit à petit tout en match et à l'entraînement que t'es un garçon sérieux, déterminé. Tidjane Salin, c'est pareil, lui il a 19 ans. Oui, il a 19 ans. Ouais, c'est le plus jeune, je crois qu'il a 18. Oui, il a 19 ans depuis 1 mois et demi. Voilà, il vient d'avoir 19 ans. Il est 6ème de draft, il joue aux Charlotte Hornets. Bon, les Charlotte Hornets, moi je les ai mis en play-in, mais en bout de play-in, quoi. C'est pas une équipe qui joue des énormes... Tu les as mis devant les Bulls ? Bien sûr. C'est pas une équipe qui a forcément des énormes ambitions cette saison. Donc c'est une équipe dans laquelle il y a du temps de jeu à l'horizon. Moi, ce que je remarque d'intéressant, après on verra si c'est une tendance ou pas. Là, pour le coup, j'ai que 2 matchs. Premier match, 8 minutes. Et là, je regardais, deuxième match, 16 minutes. Ça veut rien dire dans l'absolu. Ça veut juste dire une chose. Entre la première titularisation, la première entrée en jeu de Tidjane et la deuxième, le coach s'est pas dit « Oh là là, putain, ça va être galère de le faire jouer ». Non, il y a plus de minutes au match suivant. Premier match c'était contre Miami, deuxième match c'est contre Toronto, c'est une victoire des Hornets. Tidjane a un plus-minus, on verra et tout machin, positif. Quand il était sur le terrain,
ça s'est plutôt bien passé. Il a fait 3 passes décisives, il s'est battu au rebond, ça lui a permis de mettre un panier. Donc il y a pas mal de choses intéressantes. Mais effectivement, je pense qu'on part de plus loin que Rivaché ou Sarr, où la confiance du coach va devoir se gagner un peu plus à la dure. Mais moi, j'ai confiance en Tidjane. J'ai totalement confiance en Tidjane. Je veux juste voir à quel point Charles dit qu'il parlait de projet long terme, Tidjane Salin, va agir dans ce sens-là en termes de distribution des minutes. Voilà. C'est que s'il dit projet long terme, est-ce que du coup on va avoir 13 à 16 minutes de temps de jeu pour un top 10 de draft chez les Hornets? Ça me ferait chier. Moi, je crois qu'il y a un vrai rôle à aller checker pour Tidjane. Et je pense pas que ce soit forcément dans les plans de Charlotte trop tôt, mais je vais le surveiller, donc je mets un petit post-it. C'est les small ball line-up où il peut jouer 4-5. Parce qu'il est grand, il est long, Tidjane Salin. Et il se bat au rebond. Et il se bat au rebond, il est teigneux, il n'a pas besoin de la balle pour... il n'a pas besoin d'avoir la balle dans ses mains pour vivre, il peut juste catch and shoot. Après, en fonction des oppositions, c'est pas forcément un cadeau à lui faire. C'est pas un cadeau, mais... il va se battre, et c'est pas non plus, on va voir ce qui se passe avec Mark Williams, c'est pas non plus comme si la concu était extraordinaire dans le secteur intérieur à Charlotte. À suivre. Mais il n'a pas autant de temps de jeu que les autres copains du haut de sa cuvée. Et j'espère qu'on va avoir 2-3 coups de karma qui font que les responsabilités augmentent. Parce que la pré-saison, c'était vraiment genre, did you see Tidjane Salin ? Ouais, c'est clair. Et là, la saison démarre et on n'est plus du tout dans la même ambiance. Est-ce que Charles Lee considère qu'avec la petite blessure qu'il y a eu, il faut prendre son temps et qu'en fait, dans 2 semaines, on se retrouve mi-novembre et en fait, Tidjane Salin, il a 23 minutes par match et ça commence à se tâter? On va voir. Ou peut-être que c'est un coach qui considère que la pré-saison, ça s'appelle littéralement la pré-saison et qu'en fait, la pré-saison, c'est pas la saison régulière. Ouais, exactement. C'est bien sûr. Voilà pour les 3 petits qui viennent de débarquer. On a fait donc un focus sur Bilal. Moi, je pense que c'est le moment de rentrer un peu dans les détails du début de saison de Victor Wembanyama. On a parlé rapidement sur les conclusions hâtives. Donc, vous inquiétez pas, on va pas faire un apéro à chaque match de Victor. On avait parlé un petit peu en rigolant du fait que c'était Enes Kanter, Sandrine Vassell, etc. Ensuite, il y a eu le match face au Thunder. Je te cache pas que ça m'a pas... Oui, bah c'est sûr, le Thunder, après, bon... Vas-y, lâche ta take sur Victor. Je sais pas si j'ai une tech en particulier. En tout cas, oui, le match contre le Thunder là, qui vient d'avoir lieu a été mauvais. Il a été mauvais. Le match d'avant, c'était contre qui déjà? Attends, bouge pas. Houston. Mauvais aussi. Enfin, moi, j'ai pas kiffé. Je sais qu'il y a eu grosse bataille. Il y a des choses intéressantes. Il prend 20 rebonds. Donc je dis mauvais, j'abuse un peu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... en fait... Il y a 2 choses. La première, c'est que quand même, le type a tout juste 20 ans, il va en avoir 21 en janvier, et genre nous, on est déjà là en mode, c'est quoi ce merdier? Comment ça, il a pas des stats de All-Star? Déjà, on est déjà là. C'est-à-dire que moi, je parle d'un mauvais match alors qu'il a pris 20 rebonds et qu'il a dû bâcher la moitié de la terre, tu vois? Et qu'on voit déjà que dès le début de saison, là, les mecs ont peur d'aller au cercle quand il y a Wembanyama dans le coin. Et que il a pris de la masse musculaire, hein. Là dis donc ça a pas rigolé, hein. Il a pris de la masse musculaire. On sait que ça aussi, ça demande de l'adaptation de la part des joueurs. On sait que ça fatigue aussi ce travail de fond, et que parfois tu peux avoir, quand ce travail de fond arrive en début de saison, t'arrives en début de saison avec un gros travail de fond, tu mets un peu de temps à mettre la machine en route. Plus, je rappelle, Victor, il a pas eu vraiment d'été, puisqu'il a fait la prépa, avec l'équipe de France, puis après il a joué les Jeux Olympiques. Enfin, tu vois, voilà. Donc tout ça, c'est pas forcément pour lui trouver des excuses. Il est clair que son début de saison est certainement en dessous des attentes que beaucoup de gens s'étaient fixées sur Victor Wembanyama. À juste titre. À juste titre. Et il faut aussi remettre en question les attentes. Il y a aussi des attentes, moi, que je trouve un peu... Genre, on attendait quoi, 30 points par match, c'est ça l'histoire ? Je sais pas en fait. Je pense pas que c'est une question de stats. Ah bah quand même, si. Moi il y a des stats, moi je suis désolé, ces pourcentages au tir me gavent. Non, et quand je le regarde, par rapport à ce que tu posais là comme question, je sais pas si les attentes là sur le début de saison et les gens et la frustration, je ne sais pas si c'est par rapport aux stats. Je crois que c'est par rapport à ce qu'on voit sur le parquet. Donc qu'est-ce qu'on voit qui va pas alors, vas-y. Moi je trouve que on est, comme on en a parlé rapidement dans les conclusions hâtives, c'est que on est encore trop / très loin du panier. Ça, je suis d'accord, les choix, le positionnement, le choix. Qui n'est pas dû qu'à un joueur ou à son staff, c'est pas la poule ou l'œuf, hein, c'est pas tout noir tout blanc, mais c'est non, c'est pas que lui. Mais il y a des deux, c'est-à-dire que là, je trouve que les spots ne sont pas bons. Du coup, les tirs rentrent pas. Ne rentrent pas, donc c'est encore un tout petit peu trop freestyle, comme j'en parlais, à mon goût.
Et donc je trouve qu'il y a beaucoup trop de situations encore où Victor doit improviser et on compte sur son talent phénoménal pour créer la différence. Parfois ça rentre, sidestep à 3 points au buzzer contre les Rockets en fin de quart-temps. Bon, quand c'est comme ça tourne, ça fait des millions de vues, mais je trouve qu'il n'est pas mis dans les bonnes situations, forcément. Il y a aussi les premiers retours de... On en a parlé rapidement, toi et moi, dans la conclusion hâtive. Les défenses s'ajustent. Et donc, il va falloir voir comment est-ce que lui réagit et comment les Spurs réagissent par rapport à la façon dont les équipes affrontent Victor Wembanyama désormais. Parce que des équipes qui viennent doubler, par exemple, bon, c'est une chose. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'avant, quand il y a eu des pivots qui étaient face à Wemby, on voit des premières équipes qui décident de mettre plutôt des pivots sur du Jeremy Sohan, par exemple, et de mettre plutôt des ailiers hyper mobiles qui mettent leurs mains partout pour faire chez Wemby. En mode teigne. En mode teigne. Et on voit du coup, une des premières choses, c'est que moi, tu m'aurais dit, au bout de 4 matchs, par exemple, qu'il tente 3 tirs de moins de moyenne que la saison dernière, il tente que 13 à 14 tirs par match. Moi, à titre personnel, je ne trouve pas ça normal. Okay. Je trouve qu'il faudrait être un peu plus glouton, quitte à ce que ça puisse ne pas rentrer, mais cette stat-là, moi, me fait un peu mal. Et donc, oui, tu as totalement raison quand tu dis qu'il y a des chiffres quand même, les pourcentages et tout. On a dit on est à 41% au tir, 19% à 3 points. C'est pas bon. Tout à fait. Mais l'année dernière, autant tu prenais 17 tirs par match, t'en prenais 5 à 3 points. Bon, on trouvait déjà ça un petit peu trop. Un peu trop, ouais. Si tu prends tout autant de tirs à 3 points, 5 et des poussières, mais que tu tentes 3 tirs de moins habituels, c'est quoi le projet ? C'est Michael Porter Jr. Moi, je suis pas très chaud. Non, alors, attends. Ok, j'entends ce que tu dis. Mais il y a un paramètre là que pour l'instant tu n'as pas mis sur la table, je pense que tu y as pensé. Pardon, hein, juste, c'est nul autour de lui. Ah mais les Spurs là c'est pas bon. Du coup c'est facile de scouter les Spurs. Ah, bien sûr. C'est facile. Bien sûr. C'est ouais, on met une teigne ou notre pivot ou les deux ou on double team. Ça se voit qu'il est frustré par ça d'ailleurs. Et du coup juste titre. Hein. Pardon, mais alors en plus là il manque Devin Vassell, mais même quand Devin Vassell va revenir, ça va pas non plus. J'aime beaucoup Devin Vassell, mais ça va pas. Ça va changer des choses, ça va pas révolutionner le délire. C'est-à-dire que ouais, Sohan, c'est aussi pour ça qu'on peut mettre un pivot sur Sohan. Et encore Sohan, il fait pas forcément un si mauvais début de saison. Il fait un super début de saison. Voilà. Mais les autres joueurs autour, enfin. Non, le niveau est et pas puis bon. le côté ouais, Chris Paul ça va être génial, il va envoyer des lobes, que dalle mon cul, je vous l'avais dit, Chris Paul ça va être compliqué. Au bout de 4 matchs. Non, je vous l'avais dit. Va être compliqué, c'est compliqué, il peut plus faire les différences, il va plus assez vite et donc du coup il peut moins aider Victor Wembanyama, c'est une réalité et je lui en veux pas. Le mec a 38 ans. On est quoi ? On est en train de dire quoi ? Non. Donc il y a aussi un paramètre et Victor, c'est aussi de sa faute à lui, il doit y penser, il doit s'adapter à ça, c'est que bah ouais, bienvenue chez les grands, ça y est, tu n'es plus une surprise alien, tu es ciblé, les mecs vont te mettre des défenseurs ultra chiants sur toi, certes plus petits, mais qui vont t'empêcher d'avoir le ballon, qui vont t'empêcher de poser les dribbles que tu as envie de mettre là pour te mettre en rythme et tout. Il va falloir que tu ailles dessous, à la dure. C'est pour ça que moi je disais que ça m'a énervé un peu le match offensif contre Houston. Par contre, j'ai bien aimé son match dans le combat. Ah, mais de toute façon, j'ai bien aimé. La défense de Wemby sur le début de saison. Et là où j'ai pas aimé, c'est contre le Thunder où il a un peu lâché vite le combat. Il avait l'air fatigué. Ouais, et contre Dallas il aussi, avait l'air fatigué, exactement. Et contre Dallas au premier match, voilà, j'ai trouvé que c'est bon. Lively et Gafford sont des gars chiants à jouer, attention. Hein. Ouh, c'est une raquette très chiante. On n'en parle jamais. On sous-estime à fond à quel point c'est chiant à jouer. Ça trempe dedans, ça vient se taper au mastic, ça protège son cercle. C'est une raquette, sans être des génies, c'est une raquette un peu chiante à jouer, tu vois. Et donc, Victor Wembanyama doit s'adapter à ça. Et savoir que gérer les frustrations, vous voyez, autour de lui, voilà, mais il va peut-être devoir faire confiance quand même à des coéquipiers autour de lui, même s'ils ont un niveau qui est peut-être pas aussi fort que ce qu'on voudrait. Et oui, après, il faudra que Devin Vassell revienne et qu'on voit ce que ça donne. Mais je pense qu'il y a un peu des deux. Dans ce début de saison de Victor Wembanyama, il y a, à mon avis, de la fatigue, clairement. Qu'il arrive pas bien à gérer, qui se transforme parfois en frustration. Pop en a parlé. Comment ? Pop en a parlé. Du fait qu'ils allaient être vigilants avec Wemby, parce que, oui, ok, on est au 4e match de la saison et il a 21 ans, enfin 20 ans, mais ça fait beaucoup sur une machine de 2m24 entre un été et une saison complète. Donc, c'est frustrant,
Les attentes sont tellement élevées que parfois on a l'impression que, genre, entre guillemets, genre, c'est pas qu'il est nul, mais que, genre, vraiment, ça va pas du tout, Mbanyama. Moi, je suis pas très inquiet. Non, moi non plus, attends, soyons clairs, je suis pas inquiet. C'est juste que les attentes, je les trouvais justifiées parce que l'année dernière, un peu de manière ressemblante, hein, le début de saison, on se disait, ouais, le jeu des Spurs, mais putain, mais ça joue comment? Mais wesh les gars, parce que là, regardez les Spurs, c'est une torture. Hein. J'adore cette franchise, mais franchement, là, c'est une torture. C'est chaud, là. C'est relou. Mais factuellement, du 20 janvier au 20 avril, le bilan des Spurs, la défense des Spurs, la façon avec laquelle ils ont joué, la production de Wemby et tout, c'était précurseur de quelque chose de très intéressant. On était sur des Spurs quasi à l'équilibre, enfin je veux dire, les mecs remportaient des très gros matchs, il y avait juste les money time sur lesquels ils étaient vraiment pas bons, mais tu voyais des choses qui étaient très bonnes. Ce qui m'emmerde, c'est que la différence entre la fin de saison dernière des Spurs et ce qu'on voit sur ce début, la différence est immense, et j'ai de la déception. Je suis d'accord avec toi, on a confiance, on va donner du temps. Par contre, on a toujours respecté la même règle ici. Quand c'est très bien, on distribue des fleurs. Quand ça va pas, on dit aussi les choses. Ouais, donc on sera les premiers à faire une giga vidéo de OMG 50 points, 20 rebonds, 15 passes de Wemby pour la gagne. À nous aussi de ne pas oublier qu'on est en NBA et que je sais que plein de gens vont dire ouais, ça défend pas, c'est pas tactique et tout. Bah, Wembanyama est la preuve que si en fait, et plein d'autres joueurs. En fait, là, il y a des équipes, là, elles sont vraiment adaptées. Elles arrivent avec un vrai plan de jeu et c'est d'autant plus facile que. Quand tu joues les Spurs, bah, t'as pas besoin de 50 000 scouting reports, quoi. T'as besoin de 1 scouting report. Bah ouais. Ouais. Ah ouais. Non, là, faut travailler. C'est Keldon Johnson qui shoot, tu fais. Faut travailler, faut travailler. Ouais, faut travailler. Faut travailler autour. Ouais, non, complètement. C'est pour ça que c'est pas centré trop Wemby, quoi. C'est vraiment les Spurs avec à sa tête Wemby. Et d'ailleurs, la frustration, moi je l'ai vu là contre le Thunder. Il y avait un moment où ça regardait ses pompes. Et c'est pas censé être ça dans une équipe où il y avait plutôt de la continuité et de l'ajout de vétérans. Donc, bon. Au boulot, là. On enchaîne ? Ouais, on enchaîne. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un retour, Gershon The Bear. De retour en NBA avec les Sixers, Gershon qui profite bien notamment de l'absence de Paul George et de Joel Embiid pour avoir de belles responsabilités en sortie de banc de nos amis les Sixers. On le voit avec attends, qu'est-ce que j'ai là ? Oui, pardon. 20 minutes de temps de jeu pour Gershon Yabusele. Il y a 7 points, il y a 4 rebonds, il y a 3 passes. Il y a un peu plus d'une interception. Il y a quelques ballons perdus. La défense, on en reparlera. Il y a 46% au tir, 27% à 3 points. Qu'est-ce qu'on pense du début de Gershon avec les Sixers de retour après des années en Europe ? Je trouve ça plutôt intéressant. En plus, comme tu dis, il a du temps de jeu parce que il y a pas Joel Embiid, donc forcément ça libère du temps de jeu sur le front de courte et il y a pas Paul George non plus. Donc très curieux de voir aussi quelles vont être les rotations de Nick Nurse quand et Paul George puis Joel, parce que je pense que ça va être dans cet ordre-là, vont revenir. Oui. Maintenant, il a montré des choses. Notamment sur le plan offensif, avec quelques shoots à 3 points dans le corner qui rentrent ou des choses comme ça, qu'il a montré des choses que Nick Nurse va avoir envie d'utiliser. Oui, il l'a dit d'ailleurs. Ouais, c'est sûr. Nick Nurse, tu sens qu'il veut utiliser Gershon, Keye Joel. Et donc je trouve que c'est vraiment un retour, c'est un beau retour. Le mec avait envie d'avoir une deuxième chance et de pouvoir tenter de revenir en NBA. Là en plus il est aux Sixers, c'est-à-dire que là on vient de faire des Français, donc des jeunes, draftés haut, qui jouent tous dans des franchises où c'est quoi les objectifs, c'est quoi genre s'il y en a un de ces mecs là qui fait le play-in, genre ça sera bien quoi, tu vois. C'est quoi l'objectif des Sixers, Alex ? L'objectif des Sixers c'est d'être dans le top 6 de l'Est et de passer un voire plusieurs tours de play-off. Ça n'a rien à voir avec les objectifs des Wizards, Hornets, Hawks, Spurs. Non, je faisais juste poser la question. Non mais, sur les Sixers. Du coup, l'objectif des Sixers, pour moi, c'est d'être dans le top 6 et de passer plusieurs tours de play-off, pas seulement un. Non ? Tout à fait. Ça Si, bien sûr. Donc Gershon, il va avoir un rôle dans la rotation à 8-9 d'une équipe qui a dans ses rangs un ancien MVP d'il n'y a pas si longtemps, un gros joueur en Paul George, un meneur All-Star. Ouais. Non, c'est bien. Quand même. Side note de mon côté concernant Gershon Yabusele, je vous invite à aller regarder l'interview avec Rémi Réverchon, je crois que c'était ce dimanche, où il revient notamment sur des détails un peu contractuels, sur le fait que je dis pas qu'il fait une année gratuite avec les Sixers, mais qu'entre rachat de contrat et ce qui se passe avec la NBA, on est vraiment sur un Gershon qui essaye de retrouver sa place dans la ligue. Les deux autres notes que j'ai, c'est super hustle. Là, je pense que tu l'as vu comme moi à Indiana, là, il y a des situations, Tyrese Maxey il s'est retrouvé avec des ballons à 3 points parce que Gershon se battait mais comme un diable, comme un ours.
au rebond offensif. C'est cool de voir que Gershon comprend que dans le jeu, il va pouvoir aller marquer des points, entre guillemets, en faisant ce que certains refusent de faire. Faut aller se farcir certains gars au rebond, faut aller boxer, faut aller gratter du rebond, des secondes chances. Il l'a fait et les fans des Sixers ont vachement apprécié aux US le fait que contre Philadelphie, qui était un match que Philly devait gagner parce qu'ils enchaînaient que les défaites, et bah qu'il y a un peu un gars qui aille au mastic. Honnêtement, il est à quelques 3 points qui tombent dedans d'avoir du vrai temps de jeu, Paul George ou pas, hein, c'est ça. Embiid ou pas. Hein. La seule chose moi qui me fait grimacer parfois, c'est c'était pas une surprise. Je trouve que dans la configuration NBA des Sixers, il y a déjà des situations où les équipes font il y a Gershon, side pick and roll, on y va, on va faire jouer sur Gershon. C'est pas la foudre de guerre défensive des autres garçons dont on vient de parler quand même. C'est plus compliqué. Après, c'est pas son rôle. Il joue beaucoup avec André Drummond aussi là. Si tu fais jouer un peu plus avec Embiid, c'est pas la même chose. Et Paul George et compagnie. Non, mais bien sûr, tout à fait. Moi, je veux bien voir. Moi, je dis, le truc principal pour moi, c'est qu'on l'a vu faire tomber des 3 points dans le corner, donc vraiment servir au spacing des Sixers. Quand Embiid va revenir, la raquette elle est à Embiid et il prend les 3 points aussi, mais genre voilà, tu le trouves dessous. Mais il y a des double teams, il y a des joueurs dans les corners. Et donc va falloir me faire tomber dedans ces tirs là. Si tu me fais tomber dedans ces tirs là, Nick Nurse il va faire c'est cool. Il peut garder ses 20 minutes de temps de jeu là par soir. Ouais. Parce qu'il n'y a pas non plus grand monde qui peut. C'est qui va lui piquer sa place? Non, il y aura certains line-up où Paul George sera en 4. Caleb Martin, ok, Paul George, mais il y a des minutes à prendre vraiment. Et KJ aussi, Martin. Il y a Caleb et KJ, c'est ça la fini? Ouais. Enfin, KJ, je sais pas ce qu'il a comme temps de jeu depuis le début de saison. C'est pas mal. Ah ouais, parce que je te laisse vérifier, mais parce qu'en fait ils ont pas mal d'absents et qu'ils se permettent. Mais oui, Gershon, il y a un super spot à aller chercher, donc bravo à lui déjà de se battre dans le hustle. Je sais pas combien il a là, tu vas me dire. Je regarde KJ Martin. Ah oui, non, c'est. Il a combien? Gershon, 21 minutes. Ah ça, il a 20 minutes, KJ Martin. Mais c'est plus en 3 et Gershon plus en 4, on va dire. Mais non. Il y a des opportunités à saisir, mais bravo à Gershon. Est-ce qu'on n'irait pas voir nos amis les anciens? Les vieux. Salut Rudy, salut Nico. Coucou les copains. Ouais mec, nous on a connu les DVD mec. Nicolas Batum, bah ouais c'est vrai, ils ont connu les DVD mec à l'époque. Nicolas Batum, de retour chez les Clippers. Production statistique faible, normal, on s'y attendait. Par contre il est là. Il est un membre important avec des minutes, un vrai role player d'un groupe qui a perdu Kawhi sur blessure et tout, qui se recentre autour du duo du one-two punch Harden-Zubac. Et d'une belle défense au sein de laquelle est Nico Batum. Exactement, avec Norman Powell, Terrence Mann, Nico Batum, tout ça. Franchement, Nico a un vrai rôle chez les Clippers, il l'a dit. De toute façon, Tyronn Lue, il m'a relancé, tout ça, machin. Il est à Los Angeles avec sa famille. Début de saison, Nico, 17e saison NBA de Nicolas Batum, un truc comme ça, non? 16e, 17e, je crois. Je crois que c'est 17e saison. Je crois que c'est 2008. La première. 17. Ouais, c'est sa 17e saison. Faut bien se rendre compte du délire, 17 saisons NBA. On parle d'une carrière que Bilal Koulibaly, Alex Sarr, Tidjane Sarr ont très 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 envie de faire. C'est vrai. Non, mais ouais. Nico évidemment, on veut, je pense comme lui, que les shoots à 3 points rentrent parce que il va pas avoir énormément de shoots. Il va en prendre 3 à 5 par match. Ouais. Ça va jamais non plus être trop de sa part. Donc, il faut que les 3 points rentrent. On va pas le retrouver à l'arceau à aller taper des gros tomards. Par contre, il y a la polyvalence qu'on connaît habituellement. Sauf au contre-attaque. Tout à fait. Interception, et vas-y que je vais tomard. Allez. Mais tu as toujours du rebond, de la passe, de l'interception. T'as un contre ici ou là qui vient de tomber. T'as ces switches défensifs qui sont formidables. Il va avoir ses 20 minutes encore, Nico, de temps de jeu chez les Clippers, parce qu'il y a des line-up où Tyronn nous fait « Oh là là, attends, je vais le mettre en 5 là. » On va se faire un line-up de folie avec Chris Dunn et compagnie. Non, c'est très bien. Et puis on sent que voilà, on se demandait cet été s'il allait revenir en NBA et si oui, sous quelles conditions. Là, l'idée c'est de ne pas se blesser, d'être présent et d'entourer les jeunes. C'est-à-dire que chez les Clippers aussi, il y a des garçons à former. Je pense que Terrence Mann est très content de le retrouver. Je pense que Norman Powell doit recevoir aussi 2-3 conseils de vétérans. Donc Nico, ça déroule. Il n'y a pas trop de soucis à se faire puisqu'on n'est plus à des histoires de production. En fait, on a des histoires de voir si Kawhi peut revenir pour faire un push. En fait. C'est ça. Est-ce que Nico peut... Je sais pas si Est-ce qu'ils peuvent se maintenir et après avoir le push qui va bien, quoi. Nico en playoff, quoi. Please.
Rudy, du côté Minnesota, qu'est-ce qu'on en pense? Rudy Gobert, je donne aussi quelques statistiques. On est sur 4 matchs joués, il y a 35 minutes de jeu, hein. Donc là, il n'y a pas de souci. Rudy, il a même été prolongé dans les extensions, on en reparlera, par nos amis les Wolves. Il y a 10 points, il y a 11 rebonds, il y a un compte, il y a une interception, il y a ce gros temps de jeu. Il n'y a pas de grosse différence avec d'habitude, c'est-à-dire les plus de 60% au tir et au lancer. Ah si, il y a une différence quand même, moi je trouve. Après, ça reste qu'un tout petit échantillon. Sûr. Et il voit vraiment plus un ballon en attaque. Il y a 10 points, mais en fait, il n'y a pas vraiment 10 points. Il y a 9 points et quelques. Et il a quoi? Il a 6-7 tirs par match. 6 tirs par match, ouais. Il a encore moins de tirs. Ouais. Mais après, ça peut remonter au fur et à mesure de la saison. Je pense que le fait que les Wolves veuillent intégrer Randle joue pas mal là-dedans. Il faut trouver une relation. Je pense aussi que. Je peux te confirmer que c'est pas la même avec 48. Le fait que Conley soit dans un début de saison que moi je trouve assez compliqué, ça aide pas forcément Rudy. Forcément, parce que Conley était quand même un pourvoyeur de ballons de Rudy, ils se connaissent bien depuis longtemps, ils ont joué ensemble au Jazz avant les Wolves. Conley, il n'y a pas une bille qui rentre. Et donc, on lui a changé son partenaire de raquette. Il a son meneur qui est un peu moins dedans. Il y a des jeunes joueurs. Enfin, tu vois, il y a pas mal de mouvements autour de Rudy. Donc, oui, il va rester un patron de défense. Là, les stats, le rebond est toujours là, le contre un peu moins. Mais enfin, on voit bien, Rudy va rester. La défense est un peu plus en galère aussi parce qu'il y a des modifications d'équilibre. Je trouve qu'il y a le début de saison de Rudy, il est là, mais à 32 ans, il se retrouve dans une situation où il va falloir encore réinventer un peu le côté pilier défensif qu'il a et remettre en place les Wolves, que la défense des Wolves n'est pas en place là, sur ce début de saison. Je suis content que tu le mentionnes. C'est pas forcément que de sa faute, mais il va forcément être visé puisqu'il est censé faire pilier défensif. Je suis content que tu le mentionnes parce que un des très beaux compliments qui a été fait à Karl Anthony Towns l'année dernière notamment, c'est que sur l'ère de l'association Karl Anthony Towns-Rudy Gobert, il y a eu un vrai désir de Kat d'intégrer Rudy dans une belle relation à deux, avec des passes pour des alley-oops, avec des high-low, avec plein de choses, et on sentait que les deux ça fonctionnait très bien, et que d'ailleurs Rudy se retrouvait dans des dunker spots où ça allait, parce que Karl Anthony Towns, c'est un mec qui traîne plutôt à 8 mètres du cercle. À 8 mètres du cercle que à 50 cm, tout à fait. C'est pas la même avec Randle. Et en fait, je vais surveiller ça très très fort, parce que tu l'as très bien précisé, il y a une modification défensive qui doit avoir lieu du côté de Minnesota. Et on va voir comment Minnesota va opérer, parce que là, Randle et Rudy, je suis pas amoureux du fit. Non. Après, je suis pas amoureux du fit. Je dis pas que c'est infaisable. Sur un point de vue défensif, moi je trouve que Randle il amène des efforts tout à fait honnêtes là, sur le début de saison. Je parle surtout d'attaque. C'est plus le backcourt en défense que je trouve vraiment pas dedans là, non, tout à sur fait. Le début de saison. Et ça aide pas un mec comme Rudy. Et ça Rudy. aide pas Rudy. On l'a déjà vu sur la fin de l'ère à Utah. En effet, il disait à Joe Ingles, McConnell, les gars, faites un effort. Mais en attaque, tu as raison de le souligner, il y a moins de tentatives. Je demande à voir la relation du Randle-Rudy, parce que c'est pas aussi évident que ça l'a été avec Karl Anthony Towns. Après, voilà, on sait aussi que Rudy, la courbe des derniers mois et de l'âge aussi qui augmente, c'est que là, il est à 35 minutes de jeu tous les soirs. Je me demande si ça va être ça toute la saison. Bon, on verra. 35 minutes. Physiquement, il a l'air bien. Ah, il a l'air très bien, mais c'est pas une question. Rudy Gobert, c'est pas une question physiquement. Un sacré putain d'athlète. C'était pas physiquement, moi je disais. Hein. Okay. C'était plus dans le jeu. Ouais, c'est-à-dire, est-ce que Chris Finch va nous dire, ok, je comprends, mais ça marchait vraiment bien Nasrid avec Rudy Gobert, donc on a vraiment ces line-up là, ou ça remarche à nouveau entre Mike Conley et Rudy Gobert, donc on va avoir des minutes associées là-dessus. On est encore dans le process, et donc on distribue du temps de jeu à tout le monde. Mais là, il y a eu des situations contre Dallas sur lesquelles j'étais un peu saoulé, quoi. Contre Dallas, là, le match, il y a eu des replis défensifs atroces, que ce soit les extérieurs comme les intérieurs aussi. Ouais. On n'est pas du tout sur la top 3 défense de la dernière qui effrayait la terre entière. Là, c'est au niveau global des Wolves, mais effectivement, à un moment donné, ça va forcément, côté Minnesota, ça va forcément aussi se retourner vers Rudy en disant, bon, alors attends, notre patron de défense, parce que là, notre défense, elle marche moins bien. Bon, alors c'est vrai que les arrières sont moins dedans, enfin, tu vois. Donc c'est à lui aussi, c'est un beau challenge, hein, de montrer, il l'a montré, hein, Rudy Gobert, c'est pas un garçon qui manque de mental. Non. Donc moi je suis... Et d'adaptation. Hein ? Et d'adaptation. Donc à voir. Mais en tout cas, oui, sur le début de saison, c'est un petit peu mi-figue, mi-Wolves.
Dernier petit virage, là on est sur des joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu, mais il faut quand même en parler, car il y en a un qui profite de quelques joueurs présents dans l'infirmerie du Thunder, c'est Ousmane Dieng. Oui. 6 points de moyenne quasiment avec 15 minutes de jeu, c'est évidemment son record en carrière, 15 minutes de jeu. On a 5 tirs tentés, dont plus de 3 à 3 points, alors 40% de réussite au tir, 29% à 3 points, va falloir les mettre, surtout s'il y a 67% au lancer. Les gars, faut la mettre dans le truc orange. Il y a pas mal de joueurs français là qui font des débuts de saison avec des pourcentages au tir. Des pourcentages un peu cracra, par contre ils ont tous du gros temps de jeu. Je veux dire là, Ousmane, il y a des absences à OKC. Ouais, mais c'est bien, il prend. Donc il a ces minutes-là, il faut vraiment qu'il y ait 2 ou 3 matchs sur lesquels les shoots à 3 points rentrent vraiment. Ça avait bien démarré notamment à Denver, pardon, où il avait rentré quelques shoots à 3 points. J'aime bien en tout cas les flashs de polyvalence qu'il arrive à montrer. Il y a un peu de tout dans le jeu de Ousmane Dieng. Tu parles des 3 points, mais il est capable de venir se battre au rebond, il est long, il peut jouer à plusieurs postes, peut attaquer, il peut défendre. Ouais. Il y a eu quelques... Vraiment... Enfin, j'aime bien. Ah, c'est ça. C'est juste qu'en effet, ça avait démarré, tu vois, à Denver, je le revoyais, il était à 2 sur 3 à 3 points, là, sur le début de match, où il n'a pas hésité. Attention, quand il va y avoir tout le monde de retour, là, les Isaiah Hartenstein, les Jalen Williams, qu'il a pris 6 semaines, là, je crois, là, de blessure. Quand il va y avoir Kenrich aussi, Williams, qui va revenir, qui parfois ils utilisent un peu en forward. Attention, parce que Ousmane, là, on en a parlé avec certains garçons, à la Frank Ntilikina, on en avait parlé par le passé, à d'autres. Il y a une vraie opportunité pour lui. Je sais pas si le Thunder va donner longtemps 15 à 20 minutes de temps de jeu à Ousmane Dieng. À lui vraiment de nous claquer les shoots externes et d'avoir cette polyvalence. À lui de montrer à Denio, ouais, dans ton système, je peux te servir en fait. Intègre-moi dans ton noyau là de 9-10 quoi. C'est ça. Gros avantage pour lui, c'est qu'il est sur le terrain et quand il est sur le terrain, l'équipe gagne. Le Thunder, il n'y a pas de souci de défaite. Ah ça, le Thunder, ouais, ça gagne. Non mais tu vois, ça pourrait être aussi, on a donné un gros temps de jeu à ce mec, on n'arrête pas de perdre des matchs. Non, en fait, mais là, ça gagne. Il est genre, ça s'est pas mis à perdre parce que tu mets Ousmane Dieng sur le terrain, donc ça c'est cool. Tout à fait. Pour finir, on est moins des 10 minutes de temps de jeu. Évidemment, monsieur Ryan Rupert du côté de Portland et pas comme Daddy A, comme on dit un petit peu en NBA, du côté des Knicks. On a vu un petit shoot de pas comme Daddy A rentrer à Boston dans la Moi, je suis très fan du potentiel offensif de Pacom Dadier. Après, il est dans une grosse équipe avec des grosses ambitions et une rotation assez fournie sur son poste. Pas comme Dadier, il va falloir qu'il pousse du monde dans le caniveau pour se faire sa place. Ouais. Sur Manhattan, là, va falloir faire des croche-pieds. Tout à fait. Parce que là, il y a sur son poste, il y a du Josh Hart, du Michael Bridges, pourquoi pas du OG, du McBride, du OG. Enfin, tu vois, genre, il y a du monde. Ça pousse au portillon, donc on va voir, mais moi j'adore son potentiel offensif. Bien sûr, et Ryan qu'on va voir du côté de Portland. Alors Portland, il y a aussi beaucoup d'interrogations, on va voir qui joue, qui est dans le projet, comment ça se passe. Le projet aussi, bien sûr, mais bon, c'est 2 joueurs aussi qu'on va surveiller. Pas trop de nouvelles côté Armel Traoré chez les Lakers, si je dis pas de bêtises. Moussa Diabaté qu'on a vu un peu avec les Hornets et Sidi Sissoko avec les Spurs. Là, on est plus vraiment sur de la fin de rotation. Là, il n'y a pas de temps de jeu, on verra. Mais pour conclure, sur si tu avais vraiment un truc que tu vas surveiller là sur les 2-3 prochaines semaines, et je vous pose aussi la question, quand tu regardes les Français, les trucs que tu as sur ton carnet et tu dis ça j'ai vraiment hâte, c'est quoi? C'est de voir comment ça réagit côté Atlanta si je croise les doigts, notre ami Zach Rizaché se met à faire tomber les 3 points dedans. Est-ce que si Rizaché là il est blessé combien de temps Hunter là? Dans les prochains jours il revient. Donc il a encore 1 ou 2 matchs peut-être devant lui et tout. Est-ce que s'il fait tomber, puis après il va avoir du temps de jeu, mais peut-être plus en sortie de banc si Hunter reprend sa place de titulaire. Est-ce que si Rizaché commence à continuer dans la lignée où il est, mais tout en faisant tomber les 3 points dedans, parce qu'il va avoir des tirs, vu le jeu des Hawks, est-ce que Quinn Snyder est le genre de coach qui assez rapidement fait attends, management, soit vous me tradez Hunter, soit vous faites ce que vous voulez, mais moi je vais mettre Rizaché titulaire? Est-ce que c'est ce genre de coach, Quinn Snyder? Il fait jouer les jeunes, il en a fait jouer des jeunes. Donc ça fait partie des choses qui m'intéressent beaucoup de suivre. Et le deuxième truc, ça va quand même être Wemby évidemment. On est dans la 2e saison d'un alien absolu. Je vais quand même si c'est horrible et que effectivement déjà que je suis myope, je risque de vraiment de perdre toute ma vue avec les Spurs. Voilà. C'est relou. Mais je vais quand même regarder les Spurs rien que pour voir comment Wemby digère là tout ce qui est en train de se passer et comment et parce que je sais qu'il va le faire, comment il revient au top. Ouais.
Ouais, bien pareil, hein. Moi je vais suivre absolument tout ce qui se passe autour de Wemby et des Spurs, bon, tous les Français, mais c'est vrai que là il y a un début de saison cracra à tous les niveaux, que ce soit franchise ou joueur, donc vraiment pas cool. Très hâte de voir si certains shoots de Alex Sarr se mettent à rentrer, parce que là il y a un full spirit, t'as dit, c'est la French Connection là vraiment à Washington, tout va bien. Et puis si le retour de Embiid et Paul George se concrétise dans les prochains jours et qu'il y a des victoires, hâte de voir aussi ce que donne Gershon, parce que Gershon pour le moment il y a du beau hustle, il y a tout ce qu'il faut, mais on est dans des défaites. J'ai envie de voir Gershon dans le cadre dans lequel on l'avait dessiné en septembre, qui était joueur de sortie de banc d'une équipe qui gagne, ce qui n'est pas le cas de Philly maintenant. À mon avis, ça peut devenir un peu une mascotte des Sixers dans des victoires de Philly. Il y a moyen, je suis d'accord. Dites-nous, vous, évidemment, ce que vous allez surveiller très très près. Ce qui est formidable, c'est qu'on a des Français en NBA à fond avec des gros temps de jeu. Donc, on va surveiller tout ça de très très près. Si vous voulez regarder en direct ou en replay, c'est sur la NBA League Pass, tout encore étant premier commentaire. On vous retrouve dans d'autres petits apéros. Ciao. Allez, des bisous. À la prochaine. Ciao.